Bonjour Kaori, j'espère que tu as passé une bonne semaine. Voici ce que nous avions fait la dernière fois. En fait, on avait parlé d'un article assez particulier. Je vais voir si je peux sélectionner la page. Voilà. Alors, pour revenir à la transcription, on avait vu en fait que le prolongement de la vie, eh bien, ça peut être intéressant pour certaines personnes et pas forcément intéressant pour tout le monde. Okay, ça dépend des circonstances. Alors, est-ce que les Japonais vivent plus longtemps? Il semblerait que oui. Le, si on regarde allez, on agrandit un peu, on voit en fait selon cette liste que bon, les monégasques, les gens qui habitent à Monaco, sont les premiers. Le Japon est le deuxième. En fait, maintenant c'est le Japon le premier. Bon, pourquoi les Japonais vivent plus longtemps? Peut-être à cause de l'alimentation, ils mangent mieux, moins de stress, peut-être il y a beaucoup de choses. C'est vrai que les Américains mangent trop gras, trop sucré, trop salé, il y a trop de carbohydrates. Et beaucoup de Japonais ne conduisent pas et utilisent plus les transports en commun, le vélo, et ils marchent plus. On va bouger un peu ça, hop. Donc l'espérance de vie dans les pays, ça change tous les ans. Mais on voit qu'il y a quand même des pays qui reviennent assez souvent, hein. Alors, est-ce que la nouvelle génération de Japonais est aussi en bonne santé que les anciennes générations? Non. Parce qu'en fait, les nouvelles générations de Japonais ont une mauvaise hygiène de vie, ils mangent plus des hamburgers, ils mangent plus, comment dire, ils mangent plus du sucre, plus de gras, donc ils mangent un peu n'importe quoi, voilà. Parce que c'est moins cher. Donc des nouilles, noodles, des pâtes, le ramen, c'est traditionnel, il y a un petit O ici. Donc on sait qu'on peut au moins on peut atteindre 120 ans pour prolonger la vie. On voit que les gens qui vivent plus longtemps ont un système reproductif qui est moins actif peut-être. Donc on a vu qu'il y avait quand même une relation avec ça, mais bon, je pense que c'est pas vraiment toujours vrai. Alors la reproduction a diminué au Japon, mais il faut voir aussi l'état mental et physique quand on atteint 120 ans. D'accord. Il faut aussi voir les moyens financiers pour voir si on peut vraiment financièrement euh, vivre très très longtemps. D'accord. Bon, on a vu différentes solutions pour remplacer certains membres du corps pour régénérer certaines choses. Donc on peut régénérer nos cellules, les renouveler. L'hibernation depuis les années 80, donc il y avait des gens qui avaient, c'était quoi déjà? La cryogénisation, c'est congeler son corps, le ressusciter quand on a les techniques médicales pour pouvoir guérir le corps. Donc, je ne sais pas si ça peut marcher. Donc on sait qu'on peut maintenant dépasser les 100 ans. Tu m'avais dit que toi tu préférerais vivre jusqu'à 80 ans, voilà. Et parce que on ne sait pas trop quoi faire après, on ne sait pas si on va être physiquement en bonne santé ou même surtout intellectuellement, voilà, parce qu'on ne veut pas vraiment gérer l'Alzheimer ou la démentie. Ok. Alors page 64, bon ça c'est, je sais pas parce que je vois pas. Ça c'est la page 61, donc 62, 63 et 64. Allez, on diminue un peu. Et on a vu jusqu'où la science peut-elle allonger la vie. À l'aide de techniques de thérapie high-tech, la recherche prolonge chaque jour un peu plus nos existences. Lors du dernier quart du XXe siècle, la mobilisation des chercheurs a fait reculer la plupart des cancers et des maladies cardiovasculaires dans les pays riches, et nombre de maladies infectieuses, rougeole, tuberculose, paludisme, qui ravagent les pays du Sud. Aujourd'hui, la bataille pour faire progresser l'espérance de vie emprunte de nouvelles voies. Voici quelques-unes des plus prometteuses. Alors, des cœurs de rechange pour tous. On va plus attendre, on ne va plus être sur une liste d'attente. À travers le monde, des dizaines de milliers de patients sont en attente d'une greffe cardiaque, alors que quelques milliers de cœurs seulement sont disponibles.
La solution pourrait être le cœur artificiel, mais les modèles de première génération présentent un inconvénient majeur. Ils génèrent des caillots dans le sang qui, en migrant vers le cerveau, risquent de provoquer des AVC. Leur pose dans des caillots qui peuvent bloquer en fait les artères. Leur pose implique donc l'administration, on donne aux patients un traitement anticoagulant jusqu'à la fin de leur vie, hein, c'est comme ça, favorisant alors les hémorragies. Pour cette raison, les cœurs artificiels ne sont aujourd'hui qu'une solution de secours dans l'attente d'une greffe. Karma, c'est le nom du cœur artificiel, conçu ces dernières années par le professeur Alain Carpentier, pourrait constituer une révolution thérapeutique. Ces matériaux biosynthétiques, il est recouvert de tissus d'animaux, semblent dissiper le risque de cailloux. Bijou is like the jewelry of the technology. Bijou technologique, Karma, reproduit par ailleurs la contraction viscoélastique du muscle cardiaque, évitant des à-coups néfastes aux artères. Et grâce à des capteurs, il accélère ou ralentit son rythme au gré des efforts. Après des greffes pionnières sur des patients souffrant d'insuffisance cardiaque gravissime en 2013, 2014 et 2015, Karma a obtenu en novembre dernier l'autorisation d'être essayé sur des cas moins irrémédiables. Peut-être va-t-il devenir l'alternative tant attendue à la greffe cardiaque. Donc ça peut être quelque chose de plus naturel, plus positif, plus biologique. Le cœur n'est pas le seul organe que les chercheurs tentent de copier. Ainsi, 4 patients diabétiques ont reçu en octobre dernier, pour la première fois au monde, des pancréas artificiels au CHU de Montpellier. CHU, c'est le centre hospitalier universitaire. Des cellules toutes neuves, donc ça on parle de stem cells. Hein. Comme leur nom l'indique, les cellules souches sont les mères de toutes les cellules. Elles peuvent se diviser, se multiplier à l'infini, à l'identique, mais elles peuvent aussi se différencier pour devenir des cellules spécialisées. Des cellules du sang, des os, du système nerveux. Cultivées en laboratoire, elles pourraient servir de remède universel du corps humain, se spécialisant pour aider tel ou tel tissu à se régénérer. Les cellules souches sont utilisées actuellement dans des centaines d'essais cliniques avec l'espoir de soigner les affections les plus diverses, diabète, arthrose, Parkinson, Alzheimer, ou de créer des organes de substitution. En 2010, des chercheurs américains ont réussi à fabriquer un mini-foie, mini-liver, de la taille d'une noisette, small hazelnut. En 2014, à Cincinnati, c'est un estomac, cette fois, qui a pu être développé en miniature. Fin 2014, à l'hôpital européen Georges Pompidou de Paris, le cœur d'une femme de 68 ans, partiellement nécrosée par un infarctus, a été enduit d'un gel porteur de cellules cardiaques, délivré de cellules souches embryonnaires. Donc, cette femme avait eu un infarctus, une partie de son cœur ne marchait plus, qui était en fait nécrosée, et elle a reçu en fait des cellules souches sur cette partie nécrosée, et ça a recommencé à vivre en fait. Alors qu'elle était inerte, la partie de son cœur traitée bouge à niveau, mais sans que l'on sache encore si c'est sous l'effet des cellules ou des autres soins qu'elle a reçus, notamment un pontage. Pontage, c'est quand on essaie de ramener le cœur dedans pour ressusciter en fait cette partie nécrosée. Bientôt, l'imprimante à organes. Des chercheurs de l'université d'Édimbourg ont créé en 2013 une imprimante 3D cellulaire. La machine utilise 2 bio-encres. Ink. L'une contient des cellules souches humaines dans du milieu cellulaire. L'autre ne contient que ce milieu. Le mélange des deux permettant de doser la densité de cellules. L'espoir est de pouvoir prochainement imprimer des muscles, du cartilage et pourquoi pas un jour des organes complexes, comme le foie, le rein, le cœur. Les promesses de la génétique, faut-il s'en réjouir? La durée de vie des humains se jouera peut-être bientôt, avant, et hop, on passe à la prochaine page, c'est fini, hein. Avant leur naissance. Ainsi, Connor Levy, né en 2013 à Philadelphie, a été présenté à la presse comme le premier bébé génétiquement parfait. Ses parents ont bénéficié d'une nouvelle technique de fécondation in vitro.
L'embryon implanté dans l'utérus de sa mère a été choisi parmi 13 autres, après une analyse génétique complète pour s'assurer que son ADN était parfaitement sain. Parallèlement, des études sont menées avec des animaux sur les gènes de la longévité, lire Entretien ci-contre. Ainsi, des chercheurs espagnols ont stimulé le gène de la production de télomérase sur des souris. La télomérase est une enzyme qui reconstitue le télomère, une sorte d'embout protecteur à l'extrémité des chromosomes. Au fil des années, le télomère se délite, en fait se détruit, et sa disparition pourrait être un élément crucial du phénomène du vieillissement, donc aging. Rien n'est encore sûr, mais on constate que les souris espagnoles, dont la production de télomérase a été stimulée, ont vu leur durée de vie augmenter d'environ un quart, voilà. Un quart d'année, un quart de vie, peut-être. Et en fait, la dernière technologie qui est apparue il y a quelques années, peut-être il y a 20 ans, il y avait un chercheur anglais qui avait commencé cette recherche dessus. Il avait écrit un livre, il recherchait des investisseurs, des donateurs, enfin des donneurs pour pouvoir donner de l'argent pour continuer sa recherche. Je ne sais pas où est-ce qu'il en est, mais ça peut être intéressant de chercher en fait. Mitochondrie, une fontaine de jouvence. L'an dernier, le professeur David Sinclair de la Harvard Medical School, États-Unis, a réussi à redonner ses 20 ans à un vieux rongeur tout ratatiné, tout aplati, sans muscles. En fait, un vieux rongeur, c'est comme un écureuil, okay, un petit animal qui ronge avec ses grandes dents. Les muscles de cette souris senior, donc c'est un rongeur, c'est aussi une souris, ont récupéré, test à l'appui, donc on peut le prouver, leur tonus juvénile. La clé de cette métamorphose se nomme mitochondrie. Mesurant quelques millimètres de millimètres, cet organite fascinant est présent en plusieurs centaines d'exemplaires dans chaque cellule. Telle une centrale énergétique, les mitochondries utilisent l'oxygène inhalé pour brûler les nutriments ingérés et en tirer l'adénosine triphosphate, l'ATP, le carburant nécessaire au fonctionnement de ces cellules. En fait, la production de dioxyde de carbone dans les cellules va les détruire un petit peu. Voilà. Donc, et ça peut créer des malformations de chromosomes ou des malformations d'ADN, et puis c'est pour ça qu'on peut créer certaines maladies. Depuis 10 ans, de nombreux travaux ont démontré le rôle principal de la mitochondrie dans le vieillissement. Avec l'âge, elle perd son efficacité, ce qui entraîne un déficit général de l'organisme, ce qui peut se traduire par des problèmes cardiaques, des atteintes neurologiques, des paralysies, etc. Pour la rebooster, l'équipe du Dr Sinclair a utilisé de la nicotinamide adénine nucléotide, NAD. Cette molécule présente dans la mitochondrie achemine l'ATP depuis celle-ci vers le reste de la cellule, mais elle devient moins efficace lorsqu'on vieillit et les cellules ne sont alors plus ravitaillées. C'est-à-dire qu'on ne fournit plus d'oxygène, assez d'oxygène à ces cellules, donc elles meurent, voilà, correctement. Après une semaine d'injection de NAD, les mitochondries de la vieille souris ont recommencé à approvisionner correctement les cellules en énergie et les muscles de l'animal se sont nettement raffermis. Pour le docteur Sinclair, la prochaine étape consistera à tester ce traitement sur la mitochondrie fatiguée de personnes âgées. Donc, en fait, c'est une question d'alimenter les cellules jusqu'au cœur des cellules, avec de l'oxygène, avec beaucoup de choses comme ça. Voilà. C'est un article qui est long, qui est peut-être un peu compliqué, mais en fait, les idées sont assez simples. D'accord? Allez, on se voit demain soir. Tu passes une très bonne soirée, une très bonne fin d'après-midi, et à demain soir. Bye bye, Kaori.